Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de Géopolitis qui est consacrée cette semaine aux grands enjeux démographiques. Un pic autour des 10 milliards d'individus sur la planète est attendu, mais il serait suivi par un déclin plus rapide que prévu, selon les projections. Le taux de fécondité est en baisse dans la plupart des régions du monde. La situation préoccupe même de nombreux gouvernements. La Corée du Sud vient d'annoncer la création d'un ministère dédié à cette problématique pour relancer la natalité. En Europe, l'Italie connaît un taux de fécondité parmi les plus bas du continent, en cause notamment la précarité économique des jeunes, les inégalités et le manque de structure. Elle est devenue le pays le plus peuplé du monde, avec près d'1,4 milliard d'habitants. Sa population dépasse dorénavant celle de la Chine. L'Inde a connu un boom démographique, avant une baisse attendue à l'horizon 2065. En Inde comme ailleurs, les sociétés doivent aussi faire face aux nombreux défis liés au vieillissement de la population. 2,1, c'est le nombre d'enfants par femme qui permet d'assurer, en théorie, le renouvellement des générations. En d'autres termes, la stabilité de la population. 2,1 représente un indice de fécondité. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, cet indice se situe autour des 2,2 enfants par femme, mais il pourrait passer sous la barre des 2 points dans le courant de ce siècle, d'après certaines études. La population de la planète s'apprêterait donc à chuter, on parle de bascule démographique, ce qui pose beaucoup de questions passionnantes et concrètes, économiques, sociétales, de gestion des retraites par exemple, mais aussi des questions plus existentielles. Notre invitée, Laura Bernardi, est démographe et sociologue. Elle va revenir dans un instant sur les causes de cette chute annoncée et de ses conséquences. Mais voyons tout d'abord avec Nathalie Boujard quelles sont les projections, mais aussi à quel point cette décélération touche déjà certains pays. Face à l'effondrement démographique, les autorités de Séoul ont décidé de subventionner la congélation d'ovocytes. Objectif, préserver plus longtemps la fertilité des femmes, un investissement dans de potentielles futures naissances. Avec seulement 0,7 enfants par femme, la Corée du Sud a le taux de fécondité le plus bas au monde, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations de 2,1 naissances par femme. À l'époque, les gens disaient aux femmes célibataires « mariez-vous rapidement et ayez des enfants ». Cela ne fait que quelques années que ça a changé et qu'on leur dit « si vous ne voulez pas vous marier, conservez bien vos ovules ». Depuis le début des années 2000, le gouvernement a déjà investi près de 300 milliards de dollars pour tenter de contrer la chute de la natalité, sans grand résultat. La crise démographique est devenue un thème prioritaire. Le président vient d'annoncer la création d'un ministère dédié. Yejin habite dans la banlieue de Séoul. Comme de plus en plus de Coréennes, elle a choisi de ne pas avoir d'enfants. La culture du travail est trop dure ici. Le week-end, je reçois parfois une perfusion intraveineuse, juste pour avoir assez d'énergie pour retourner au travail. Japon, Chine, Taïwan, Corée du Sud. Dans de nombreux pays asiatiques, la natalité recule rapidement. Mais le phénomène est mondial. Si en 1950, une femme donnait naissance à 5 enfants en moyenne, en 2021, le taux était de 2,3. D'ici 2100, selon de récentes projections, seuls 6 pays, ici en bleu, devraient afficher un taux de fécondité supérieur à 2,1 enfants par femme. Ceux en vert ne sont pas loin. Pour le reste, l'indice est à moins de 1,6. À la fin du XXIe siècle, un enfant sur 2 naîtra en Afrique subsaharienne. Des estimations qui seront mises à l'épreuve par les effets du changement climatique et des guerres qui touchent fortement cette région. À Rudong, au nord de Shanghai, les plus de 60 ans représentent désormais 39% de la population. Rudong était la ville modèle de la politique de l'enfant unique. Mais cette politique a été trop bien appliquée et le vieillissement de la population a commencé à poser de sérieux problèmes. La population active chinoise diminue depuis plus de 10 ans, mettant à mal l'économie, les systèmes de santé et des retraites. Si en 2020, il y avait un retraité pour 5 actifs, en 2050, le rapport serait de 1 pour 1,6. Une population vieillissante est globalement en baisse depuis 2022. Paradoxalement, cette diminution intervient malgré l'assouplissement de la politique des limitations de naissance. Au niveau mondial, selon des chercheurs américains, la population devrait culminer en 2064 à 9,7 milliards d'humains avant de diminuer. C'est nettement plus tôt que les projections de l'ONU. L'Italie, pays comptant le plus de 65 ans en Europe, pourrait perdre 20% de sa population d'ici 2070.
La Croatie a déjà perdu près de 10% de ses habitants en 10 ans, selon le dernier recensement publié cette année. Si nous ne trouvons pas de solution efficace pour inverser les tendances démographiques négatives dans les décennies à venir, la survie même de la Croatie sera menacée, tout comme la viabilité du système de retraite, la vitalité économique et la compétitivité du pays. Ces changements des équilibres démographiques affectent les économies et interrogent profondément nos modèles sociétaux. Laura Benardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure en démographie et sociologie du parcours de vie à l'Université de Lausanne. Au cours du XXe siècle, la population a quadruplé. On arrive environ aux 8 milliards maintenant d'individus sur cette planète. Le pic, ce sera 10 milliards avant d'entamer un déclin. Alors pourquoi cette chute annoncée ? La chute annoncée, c'est parce que les projections démographiques sont possibles à un certain horizon temporel. Et on sait que la baisse de fécondité qui a affecté la population globalement est déjà bien avancée. Donc, même pas le cas de parler de l'Europe ou de continents, enfin de pays où il y a une baisse depuis quelques décennies déjà. Mais c'est vrai que maintenant aussi les pays d'Amérique latine, d'Asie, du Sud-Est asiatique sont bien avancés dans des taux de fécondité, comme on a vu dans les services, bien au-dessous du seuil de remplacement des populations. C'est ça, le constat est mondial, mais les rythmes sont différents selon les continents. Exactement. Donc, on a des situations où la baisse de fécondité est déjà là depuis des décennies. On a des pays où il y a ce qu'on appelle maintenant le moment de la croissance maximale, parce que même si la fécondité a baissé, c'est très récent. Et donc, la population jeune est encore celle qui est née il y a quelques années en arrière. Et puis, il y a des pays où encore ça reste un taux de fécondité élevé, mais sont de moins en moins. La Corée du Sud parle d'urgence nationale. La Corée qui veut mettre en place un ministère dédié à cette problématique. Comment expliquer une telle préoccupation? Est-ce qu'il y a vraiment autant urgence? Alors, la préoccupation dépend du rythme, encore une fois. Donc, si la baisse de fécondité est rapide et soudaine, entraîne des déséquilibres en termes de la proportion des personnes âgées, des personnes en âge de travail plus jeunes, et surtout en perspective, fait que le futur proche, dans le futur proche, ce déséquilibre augmente. Et donc, l'urgence est là en termes de proportion et de rythme. En soi, la baisse de la population n'est pas un problème, mais la manière dont on y arrive, et donc les temps qui sont laissés ou pas à la société et au fonctionnement économique et social de s'adapter sont assez dramatiques parfois. Et c'est le cas de la Corée du Sud. Beaucoup d'étudiants viennent vers vous à l'issue des cours et vous demandent, mais dans le fond, est-ce qu'on doit encore faire des enfants à l'heure actuelle en raison de la crise climatique? C'est une vraie question qui se pose. Alors, les jeunes qui se posent la question sont de plus en plus. Il y a des sondages qui montrent que 38% des jeunes Américains, aux États-Unis par exemple, ont déclaré devoir se préoccuper de la question climatique au moment où ils devront décider d'avoir des enfants. Ça, c'est des jeunes entre 18 et 26 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a une conscience de plus en plus grandissante. Maintenant, est-ce que le problème, à nouveau, c'est le nombre d'enfants ou c'est le style de consommation que ces enfants auront? Il y a des études qui montrent, par exemple, qu'un enfant dans les pays développés a une empreinte carbone, chaque enfant de plus, une empreinte carbone beaucoup plus élevée de ce qu'on ne pourrait jamais réduire en éliminant les voitures ou les voyages en avion. Mais ce n'est pas l'enfant en soi, c'est le type d'enfant qu'on grandit, le type de consommation auquel il sera habitué. Le sud de l'Europe est particulièrement concerné, on va y venir. Prenons l'exemple de l'Italie qui pourrait perdre, selon une étude, on en a parlé, 20% de sa population d'ici 2070 en raison d'un solde naturel nettement négatif. La démographie est une des préoccupations majeures de l'Italie. Italie où décider d'avoir un enfant est parfois vu comme un acte d'héroïsme. Anne Delette. Sous le regard impavide des statues, l'eau coule imperturbablement dans la Rome éternelle. Mais dans les officines, on s'active au chevet de la démographie italienne. Le souverain pontife s'est déplacé pour exprimer son inquiétude aux responsables politiques, un signal fort.
Il faut préparer un terrain fertile pour qu'un nouveau printemps fleurisse et laisse derrière lui cet hiver démographique. Comme la plupart des Italiennes, cette Romaine de 35 ans a attendu longtemps avant de se décider à fonder une famille. J'ai attendu d'avoir mon diplôme, puis de trouver un emploi, puis d'avoir un contrat stable. Mais de toute manière, pour mon travail, ce n'était jamais le bon moment. Moi, c'est simple. Ils m'ont licenciée parce que j'étais enceinte. La pression du chômage qui touche surtout les jeunes, la rareté des crèches, les difficultés à accéder à un logement n'incitent guère les Italiennes à procréer. Dans cette clinique, le corps médical voue toute son admiration à ces jeunes mamans. Ce sont des héroïnes. Moi, quand je leur rends visite, je leur dis « En ce moment, avec ce bébé, vous vous faites un cadeau à vous-même, mais surtout à la société. » Et les chiffres le confirment. L'Italie a le taux de fécondité le plus bas d'Europe. 1,22 enfants par femme contre 1,39 en Suisse et 1,68 en France. Or, il faut au moins un taux de 2,1 pour maintenir la population actuelle. Ces villages perdus en témoignent. La péninsule se dépeuple. Avec moins de jeunes et toujours plus de retraités, la question de la démographie est devenue une urgence nationale. Ici, avant, beaucoup de familles avaient 10, 6, voire 7 enfants. Pour encourager les naissances, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 18 milliards d'euros en 2023 sous forme d'allocation familiale et s'en prend à l'avortement. Reste la piste de l'immigration, une question sensible qui résonne avec le fantasme du grand remplacement. Sur ce point, l'Italie est mal en point, mais c'est clair, ils veulent substituer les Italiens avec d'autres. Mais pour l'actuel gouvernement de droite, l'accueil d'immigrants n'est pas une solution. Il veut inciter les familles à procréer avec l'objectif de 500 000 bébés par an d'ici 2030, comme c'était le cas il y a 10 ans. Alors à Bernardi, on a vu l'exemple de l'Italie. D'autres pays, en particulier du sud de l'Europe, sont concernés. Pourquoi particulièrement justement dans le sud ? Les pays du sud de l'Europe ont effectivement été les premiers à avoir ce qu'on appelle le record de la baisse de fécondité dans les pays occidentaux dans les années 90. Puis il y a eu une légère reprise et puis on est retombé maintenant au même niveau, donc en dessous de 1,3. Et les explications qui sont données sont de deux genres. Un, c'est le fait que l'économie et le monde du travail est moins orienté vers les jeunes que vers la population déjà, disons, à un âge plus mûr. Donc on a des taux de chômage de la jeunesse qui sont vraiment très élevés, ce qui entraîne de l'insécurité du point de vue des individus, mais aussi de l'insécurité économique. Et cela se reflète sous des choix à long terme, comme celle de fonder une famille. Il y a un certain degré d'incertain quand on investit dans un enfant, on investit dans le sens plus large du terme, psychologiquement, économiquement, en termes de choix de vie, biographiquement. Et dans ces conditions, les jeunes préfèrent investir dans soi-même. Et donc, il y a aussi un retrait un peu de la fécondité. Après, il y a un délai aussi. Et ce délai fait que certains rattrapent, une fois qu'ils ont assuré leur place. Certains émigrent, donc ils ne sont plus là. Et on voit par exemple en Italie une donnée très intéressante dernièrement, c'est que la population vieillit, oui, mais sa force de travail vieillit même plus. Ça veut dire qu'il nous manque une série de jeunes qui ont été formés et qui sont partis. Donc l'immigration est très importante. On calcule que les 10% des personnes avec un degré universitaire est parti. On a beaucoup parlé dans cette émission, au début d'émission, d'économie. Mais dans le fond, pour aller au-delà de l'économie, favoriser la natalité sans repenser l'organisation, même sociétale, sans repenser aussi la condition, sans améliorer la condition des femmes, est-ce que c'est vain ? Alors, améliorer la condition des parents, des futurs parents, je dirais, plus que la condition des femmes en soi, c'est vain dans le sens qu'il y a une tendance encore maintenant à renvoyer aux individus leur responsabilité de faire ou pas faire des enfants, de les faire jeunes, de les faire plus tard, comme si c'était un problème individuel, un choix privé. Mais finalement, comme vos services le montrent,
les enfants sont un bien public, on parle de toutes les conséquences de cette baisse de fécondité, donc l'investissement doit être fait par les pouvoirs publics aussi. Et ça ne peut pas être pensé seulement en termes de femmes sur lesquelles on remet beaucoup de ce choix. C'est vrai que c'est l'entrée des femmes dans le marché du travail de manière massive qui est associée à une baisse de fécondité, mais c'est aussi une question de repenser les cadres généraux et, par exemple, favoriser un investissement majeur de la part des hommes dans la sphère privée de la famille. Et ça, c'est ce qui semble marcher, disons, dans les pays du nord de l'Europe, où cet investissement est majeur, pas encore égalitaire, mais majeur, et où les taux de fécondité, quand même, sont autour de 2, un peu moins, mais pas si loin. Parce que jusqu'à présent, on a vraiment l'impression que les discours natalistes se font au détriment des femmes, avec un retour du discours des valeurs conservatrices. Alors malheureusement, il y a un certain volet, disons, du monde politique qui part dans cette direction, avec des positions sur l'avortement, avec des positions sur, par exemple, de longs congés maternité au lieu de repenser les congés paternité et les congés parentaux. Donc oui, ça peut se prêter à des discours conservateurs, mais vouloir encourager le choix de faire des enfants peut aussi être un discours très progressiste. L'investissement public dans la prise en charge des enfants, la réorganisation du système de genre, qui en ce moment est très, très déséquilibré encore dans la plupart des pays, et ne pas penser seulement des politiques familiales, mais penser aux politiques de travail et conciliation, penser aux politiques aussi de genre, penser aux politiques plus généralement, comment rééquilibrer ce système fortement déséquilibré de 2 points de vue, du genre, mais aussi du poids qui est donné à la responsabilité individuelle de certains choix privés, qui sont considérés comme privés. Alors on change maintenant de continent. Dans le monde, une personne de moins de 25 ans sur 5 est originaire d'Inde. L'Inde, champion de la croissance démographique mondiale. En avril de l'an dernier, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde, avec 1,450 milliard d'habitants, détrônant la Chine. Un pays qui entend faire de sa puissance démographique une force économique. En parallèle, la question du vieillissement de sa population le rattrape. Anne Delette. Avec ses 2 petits kilos, ce nouveau-né contribue au poids démographique d'un géant, l'Inde et son 1,450 milliard d'habitants. Je suis fier de vivre dans le pays le plus peuplé du monde et d'y faire naître un enfant. 80 000 naissances par jour, l'Inde est aujourd'hui le pays le plus peuplé du monde. Depuis avril 2023, elle a détrôné la Chine. Un symbole de puissance pour ce médecin. Congratulations. Avant, il y avait à peine 15 à 20 accouchements par mois. Aujourd'hui, on en a une trentaine. Si le capital humain est utilisé de manière positive, il s'agira d'un véritable atout et d'une occasion qui permettra à l'Inde de devenir une véritable superpuissance. Dans ce pays en effervescence permanente, plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. L'Inde, une nation jeune, qui veut faire de sa puissance démographique une force économique. Mais le poids du vieillissement de la population jette une ombre sur ces perspectives encourageantes. Car en 10 ans, l'espérance de vie a fait un saut. Elle est passée de 63 à 70 ans. Et selon les projections du gouvernement, le pays devrait passer de 104 millions de retraités en 2011 à 240 millions en 2040. Une évolution qui nécessite des réponses et des prises en charge parfois coûteuses. Or aujourd'hui, moins de 10% de la population cotise pour la retraite et les structures de soins publics pour seniors sont quasi inexistantes. Cette maison de repos privée est une des rares exceptions que compte le pays. Son directeur tire la sonnette d'alarme. On est au bord du désastre, car l'Inde ne peut pas prendre soin de ses seniors. En effet, il y a très peu de spécialistes en gériatrie, moins de 100 pour tout le pays. Et malgré ces chiffres, les responsables politiques n'ont pas l'air de s'inquiéter. Un plan gouvernemental existe toutefois pour les personnes les plus pauvres, âgées de plus de 65 ans,
Mais les pensions s'élèvent à 2 francs par mois à peine. Laura Bernardi, le gouvernement indien estime que d'ici 2040, le pays comptera 240 millions de retraités. Il y a le vieillissement par le bas, marqué par une diminution de la fécondité, et le vieillissement par le haut également. Oui. Alors l'Inde, comme tous les pays en grosse croissance, doit nécessairement investir dans les jeunes qu'il a. Je pense qu'ils ont peu de choix dans le sens que c'est les paris d'investir dans l'éducation, dans la formation, pour que ça puisse entraîner un développement économique qu'ils peuvent vivre en ce moment, justement pour l'avantage démographique qu'ils vivent. Et donc, essayer avec cet avantage économique de pouvoir soigner la population âgée. De manière globale, et c'est le côté positif, on vieillit peut-être davantage, mais on vieillit mieux, donc en meilleure santé. Alors, dans les pays plus avantagés, c'est ce qu'on observe depuis aussi des décennies. On vit plus longtemps, on vit en plus bonne santé. On sait qu'il y a tout un marché qui exploite aussi cette nouvelle couche de population avec la silver economy. Et on a aussi une opportunité d'investir plus dans la prévention. Parce que ça devient presque impératif de pouvoir vivre en bonne santé dans les années plus longèves. Donc finalement, on peut voir ça comme une grande opportunité d'éducation à la santé aux âges plus jeunes. Alors le revers de la médaille, c'est que la pyramide est de plus en plus lourde à porter sur la tête des plus jeunes, avec la question notamment des finances publiques, pour financer les retraites par exemple. Absolument. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas non plus parler que de la fécondité, qui pourrait être encouragée, mais qui surtout peut être complémentaire à la migration. Et c'est ce qu'on observe dans les pays qui ont des économies solides et donc sont attractifs pour toutes ces masses de population jeune qui est ailleurs. Et la migration est aussi une opportunité. Ça, c'est une des solutions, justement. Il y a le cas particulier de la Suisse, par exemple. La Suisse est dans une très bonne position parce que reste quand même une économie attractive et surtout à des secteurs qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, l'informatique, la technologie, la santé, et peut compter sur une masse de personnes qui veulent venir. Donc dans ce sens, la politique aussi sélective de la migration en Suisse est assez favorable pour compenser les manques d'enfants locaux, autochtones. En même temps, il faut investir dans l'intégration et dans la possibilité d'épanouissement de cette population. Laura Bernardi, merci infiniment. Merci à vous. La question démographique préoccupe la République populaire de Chine depuis les années 50. La Chine a mené plusieurs campagnes de limitation de naissance, en reportant par exemple l'âge légal du mariage, et ce, avec des succès relatifs. À partir de 1980, les autorités ont finalement imposé la politique de l'enfant unique. Objectif, maîtriser la croissance de la population pour accélérer le développement économique. Une politique abandonnée en 2015. Mais replongeons-nous dans l'esprit de l'époque avec ce document de 1986. En Chine, il est de tradition de s'endetter pour le mariage de ses enfants. La nouveauté pour M. Wang, c'est qu'il pourra payer cash. Le marié a 22 ans, la mariée 20, soit pour chacun l'âge minimum légal. On peut leur souhaiter beaucoup de bonheur, mais un seul enfant pour respecter la règle stricte appliquée en Chine, un enfant par couple. Et cela pour que la population chinoise ne dépasse pas 1,250 milliard de bouches à nourrir en l'an 2000. Nous assistons ici à un stage de jeunes mariés. L'initiation sexuelle est le premier objectif de ce cours, car les jeunes Chinois ne reçoivent à l'école aucune information dans ce domaine. C'est à l'initiative de Deng Xiaoping que ces stages ont été instaurés dans les grandes villes il y a quelques mois. Il s'agit d'abord de désinhiber les jeunes face aux questions sexuelles et de leur enseigner les principales méthodes de contraception. C'est bien sûr un point important dans un pays qui veut imposer sa règle, un seul enfant par couple. La pilule contraceptive devient de plus en plus répandue et l'avortement est autorisé.
Autre point abordé durant ces cours, les relations à l'intérieur du couple, l'égalité entre mari et femme et les rapports harmonieux avec les parents. Il est surprenant de constater que ces stages prennent aussi la forme d'une initiation à la société de consommation naissante. Et c'est avec cet extrait d'archives que nous nous quittons. Merci de votre fidélité. Géopolitis est une émission de la radio-télévision suisse et de TV5 Monde que vous pouvez suivre également sur notre chaîne YouTube. Très belle journée, portez-vous bien et à tout bientôt.